Bon bah voilà, on va pouvoir commencer notre meet-up avec Aude qui va nous présenter Flask. Du coup, un micro framework en Python. Oui. Je vais te laisser la parole. Merci. Donc bonjour, je m'appelle Aude, je suis développeuse à Dernier Cri. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter du coup Flask, comme il a dit, qui est un micro-framework en Python fabuleux et merveilleux, moi que j'aime beaucoup. Et donc du coup, je pense que c'est une bonne occasion de présenter parce qu'il n'est pas très souvent utilisé. Enfin, je ne le vois pas des masses partout ici. Et je trouve que c'est un truc à mettre en avant et qui est vachement bien. Donc alors, pourquoi utiliser Flask? Alors donc déjà, comme je dis, micro-framework en Python. Donc pour les gens qui aiment bien Python, il y a un truc merveilleux pour eux. C'est super facile à installer, deux commandes pip, donc, qui est le gestionnaire de paquets de Python, et c'est super rapide à prendre en main. Pourquoi c'est super rapide à prendre en main? Parce que la documentation elle est super claire, il y a plein d'exemples qui pullulent sur internet, super facile de trouver un moyen de créer par exemple une API ou un petit site avec. C'est extrêmement versatile, donc comme je viens de le dire, on peut faire une API avec, on peut faire un site internet avec, enfin, il y a plein de moyens de gérer ça, vu que justement il n'y a que le strict nécessaire. Le but, c'est qu'on a juste le noyau qui est notre Flask, et il y a énormément d'extensions en fait autour pour l'améliorer et avoir de nouvelles choses, par exemple l'authentification, avoir par exemple avec votre base de données quelque chose qui s'interface correctement, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'il y a inclus dans Flask, vu que c'est un micro-framework? Il y a du coup pas énormément de choses, mais le strict essentiel. Donc, il y a un serveur de dev, un debugger et de quoi faire des tests unitaires corrects de base. Un système de route avec les décorateurs Python. Donc pour ceux qui ne savent pas tout à fait ce que c'est qu'un décorateur Python, c'est les choses que vous voyez au-dessus des fonctions et des classes avec un arrobase et un petit texte derrière. Un système de templating très simple pour de l'HTTP, l'HTML, pardon, excusez-moi, pour de l'HTML, donc qui fonctionne sous Jinja 2, qui est exactement le même que celui de Django, pour ceux qui connaissent Django en Python. Donc ça permet de faire des templates HTML de façon très simple aussi et d'intégrer du coup vos variables dedans. Pareil, c'est très clair. Alors c'est compatible WSGI, donc ça c'est un truc particulier à Python qui a créé une norme au niveau de tout ce qui est serveur web et donc du coup c'est compatible avec. Alors je ne vais pas trop vous présenter cet aspect là parce que je ne connais pas assez bien ce côté là, donc là-dessus ça va pas trop être mon dada. Et après, le dernier point, ça va être l'Unicode, parce qu'il y en a encore qui ne gèrent pas l'Unicode actuellement, et lui, il n'y a pas de souci, il avale tout l'Unicode sans problème, et donc du coup, on peut faire des emojis dedans, il n'y a pas de problème. Donc du coup, maintenant, la question, c'est à quoi ça ressemble. Promis, c'est pas moche. Donc voilà, ça, c'est une API en Flask qui renvoie juste un Hello World, donc du coup, à une personne. Donc comme vous pouvez le voir en Python, du coup, on a importé le paquet Flask. Ensuite, on a créé notre API, donc Flask est le nom de l'application. Donc là, dans le cas d'une API, mais ça pourrait être autre chose. On a créé une nouvelle route, donc on fait un /hello/name. Donc ici, on voit, on a un petit paramètre. Donc du coup, ça permet du coup de passer des données dedans. Par exemple, ça peut être un ID pour un objet ou quelque chose de ce genre. Donc là, on a notre fonction, hello world, on récupère notre nom. Et donc du coup, à la fin, on retourne une phrase genre hello world name. Donc comme ça, ben, avec cette API-là, on pourrait l'appeler, il pourrait nous dire bonjour. Voilà. Donc ça c'est un exemple, et c'est aussi simple que ça, il n'y a pas plus de trucs, on tourne ça, et là on a déjà notre API qui fonctionne. Hop. Donc du coup tout à l'heure je parlais des templates HTML, donc pour prouver à quel point c'est simple, j'ai refait la même, sauf que j'ai décidé de mettre ma string là toute moche, j'ai décidé de la mettre dans un joli HTML. Donc du coup je dis à mon code Python, je veux afficher utiliser l'HTML hello.html, et je lui passe le paramètre de mon nom dedans en disant bah voilà, mon nom c'est cette variable là. Donc on arrive dans mon code HTML, il regarde, il fait ok, si j'ai un nom, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais dire bonjour machin, bienvenue dans mon template. Et sinon je dis juste bonjour tout le monde, etc. Donc c'est pareil, c'est toujours aussi simple que ça. Donc comment il fait pour trouver le template? C'est simple, il y a un dossier template dans votre application et vous mettez du coup vos HTML à cet endroit-là, pas de souci. Bien sûr, vous pouvez faire des sous-folders, etc., des sous-dossiers, et les importer avec le sous-dossier dessus, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc là on a un petit site internet déjà, qui est tout géré, pas de problème. Hop, donc maintenant, sujet principal, ok, c'est bien, tu as fait un site, mais moi ce qui m'intéresse c'est une API. Bon bah pas de souci, on va commencer à utiliser l'un des fameuses extensions de Flask qui permet de nous faire une API facilement. Donc pour ça, on a Flask REST+. Alors, Flask REST+, c'est l'une des extensions de Flask qui permet le développement d'API REST de façon ultra rapide. Donc, à l'origine, c'est un plugin, une extension qui existait déjà, qui s'appelait Flask RESTful, qui était vachement utilisée,
mais à qui il manquait quelques petits trucs pour que ça soit le nec plus ultra. Donc l'un des petits trucs qui manquait, c'était l'intégration de Swagger. Donc Swagger, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un moyen d'avoir une interface pour votre API super facilement. On la verra tout à l'heure dans la petite démo. On peut exporter toute l'API sous une collection Postman. Pour ceux qui utilisent cet outil-là, c'est vachement pratique. On fait toute une collection et après, ça nous permet à des personnes comme Laetitia qui ne sont pas trop tech de pouvoir jouer avec l'API sans souci. On a une gestion des erreurs qui est un petit peu améliorée par rapport à RESTful de base. Et enfin, on a une gestion des réponses formatées ou filtrées qui fonctionne déjà de base dans RESTful, c'est juste, ils l'ont remis pour que ça soit bien présent. Donc voilà. Donc alors, pour vous montrer, on va vous faire une démo time avec des chats. Donc pour ceux qui veulent la démo, elle est disponible sur GitHub, donc sur /Flask API. Peut-être qu'elle sera disponible après sur le dernier cri, je sais pas, on verra. Là j'ai juste mis là rapidement. Donc du coup, c'est simple, c'est l'histoire de mon chat, Brindille, qui voulait faire une API pour son application mobile parce qu'elle voulait lister tous les chats qu'il y avait dans les alentours avec la couleur et leur âge. Donc du coup, j'ai fait ça pour elle parce que je suis une gentille maîtresse apparemment. Donc, alors, pour la démo, on va switcher. Non, c'est pas comme ça. Hop, on va quitter. Hop, quitter, hop. Du coup, je vais sortir le déploiement. Attention, sortie. Donc du coup, on va afficher la bête. Alors, si ça veut bien. Hop. Hop là, voilà. Horrible monstre. Alors, donc du coup, on retrouve tout comme tout à l'heure notre application Flask, tout en haut, Flask Name. Après, du coup, maintenant, on va appeler le côté API de Flask REST+. Donc, vous voyez, on applique API sur notre application Flask. Donc, première chose que je fais, là, j'ai une merveilleuse base de données, comme vous pouvez le voir ici, qui est juste un tableau, hein, mais bon, voilà. Après, du coup, avec mon chat déjà qui est dedans, parce que mon chat, elle se considère que déjà, elle doit être dedans de base. Plus grand, hop. Alors, plus grand. Je sais pas si je peux le faire comme ça. Hop. Non, ça doit être comme plus. Ah, voilà. Voilà, donc on va fermer ça, ça vous voyez plus. Voilà, donc du coup, il y a déjà mon chat dedans, donc elle s'appelle Brindille, elle a 7 ans, elle a les couleurs marron, gris et blanche. C'est les couleurs de base, comme vous avez vu sur la photo. Donc j'ai fait un petit modèle de façon à ce que mes données soient formatées correctement et que j'envoie que les informations que je veux. Donc ça c'est la partie justement, la réponse de l'API. Donc moi j'ai décidé que je renvoyais tout parce que je suis gentille et que de toute façon il n'y a pas d'informations sensibles. Mais imaginons que Brindille avait un mot de passe, et ben dans mon modèle je pouvais très bien ne pas mettre le mot de passe et comme ça quand on renvoyait les informations à l'utilisateur, le mot de passe n'était pas renvoyé et on était tranquille. Donc là j'ai renvoyé le nom, je dis que par défaut c'est miné au cas s'il n'y en a pas. Pareil avec mon âge, je dis que par défaut c'était 4 ans et que du coup la couleur c'est un tableau de string, donc comme vous pouvez voir marron, gris et blanc. Et j'ai fait de même après derrière avec mes requêtes. Alors cette partie-là, je l'ai fait comme ça pour le moment. Sachez que ça va évoluer dans le futur et que ça faudra mieux utiliser une des librairies que je vais parler après, un peu rapidement. Parce que ça va bientôt, ils considèrent en fait que ce truc-là c'est pas la meilleure façon de le faire et qu'il y a des librairies qui existent qui le font extrêmement bien et qui conseillent plutôt de partir de ces librairies-là. Donc pour l'exemple, j'ai simplifié, j'ai utilisé le truc de base pour toucher un peu à Flask, mais il faudra peut-être voir pour utiliser autre chose plus tard si vous l'utilisez en production ou autre. Donc du coup, je parse mes paramètres, on passe du coup dans mes requêtes. Donc je dis, moi quand on va me faire une requête à mon chat, quand je voudrais ajouter un chat, je voudrais qu'il y ait un nom, je voudrais qu'il y ait un âge et je voudrais qu'il y ait des couleurs. Et vu que je suis gentille, je mets des valeurs par défaut, comme ça il n'y a pas de champ requis, mais si tu ne le mets pas, par défaut ton chat s'appellera Minet, il aura 3 ans et il n'aura pas vraiment de couleur. C'est un chat transparent. Voilà. Donc là, j'ai mon premier ma vraie partie en fait, d'API à proprement parler. Donc comme vous pouvez voir, j'ai 2 ressources. Du coup, j'ai chat ressources et chat avec un S, donc pour plusieurs chats, ressources. Donc les ressources, c'est ça qui permet justement de gérer toute votre API. Donc, comme vous pouvez voir, c'est là où on fait les get, les posts, etc., qu'on choisit les données, qu'on renvoie les données qu'on veut, etc. Donc là, par exemple, j'ai créé mes routes pour ces ressources-là. Donc j'ai dit que par exemple, quand c'est des chats, c'est juste la chat. Et après, quand c'est pour un chat, c'est la même route, mais au bout, il faut donner le nom du chat. Donc là, on voit, c'est catname, ok. Donc du coup, sur mon premier modèle, c'est le cas où on me donne bien le nom du chat. Donc là, c'est possible de faire un get sur celle-là. Donc du coup, là, je récupère, comme on avait vu tout à l'heure, le nom du chat. Je regarde dans tous mes chats. Si je trouve qu'il y a un chat qui a le même nom, c'est merveilleux, je le retourne.
Si je ne le trouve pas, il faut renvoyer une 404, dire que l'objet n'existe pas. Donc pour ça, rien de plus simple, il suffit de faire un abort. Donc abort 404, on met le message qu'on veut. Donc du coup là j'ai dit que le chat n'existait pas, et c'est triste, parce que pas avoir de chat c'est triste. Donc voilà. Et l'abort, l'avantage c'est que ça arrête immédiatement la fonction. Si vous écrivez quelque chose derrière, ça ne continue pas, il n'y a pas de souci, ça renvoie l'erreur et c'est terminé. Et après, là j'ai fait un petit exemple avec le post. Donc le post, je regarde mes arguments qu'on m'a renvoyés, je crée un nouveau chat, je l'ajoute à ma liste de chats, et je retourne le nouveau chat que j'ai créé. Genre, oui, merveilleux, c'est bien, il y a un nouveau chat avec nous. Donc maintenant, comme j'ai parlé, il y a des décorateurs dedans qui sont un peu utiles. Donc du coup, l'un des trucs que je parlais, c'est le Marshall Leave. C'est ça qui permet d'associer du coup notre modèle de chat renvoyé avec la fonction post par exemple. Donc quand il va renvoyer le chat, je fais un retourne chat ici tout simple, et il va prendre l'objet, il va renvoyer que les champs que j'ai choisis, et comme ça l'objet sera bien formaté comme on le veut. Ça peut être aussi l'occasion, par exemple, si vous avez des objets qui ne sont pas très bien formatés de base dans votre base de données, de bien les remettre en place, ou effectivement, comme j'avais dit, de cacher des informations dedans. Et l'autre petit point, c'est le expect. Donc c'est moi, quand je demande à ce qu'on fasse un post sur mon chat, moi j'ai demandé à ce que dans mon chat, il y ait obligatoirement ce qui est marqué dans le modèle. Donc il faut qu'il y ait le nom, l'âge et les couleurs. Alors l'expect, de soi, on n'en a pas spécialement besoin. On peut très bien ne pas le mettre et nous après choisir. Mais en fait, ça sert plus tard pour la génération de Swagger, de façon à ce qu'il y ait bien toutes les informations dans le Swagger de façon propre. Et puis c'est mieux pour vous aussi, comme ça vous attendez bien. On peut très bien attendre un autre modèle que ce qu'on renvoie. Ça peut arriver. Des informations qui sont générées après, derrière, par nous-mêmes. Et donc là, normalement, vous avez déjà votre petite API. Donc là, j'ai créé une API pour mon chat, pour son application. Donc alors maintenant, c'est bien, mais il faudra montrer quand même si ça marche ou pas. Et du coup, je vais vous montrer ça. Donc, alors là, j'ai l'API qui fonctionne, donc elle est tournée là. Et comme vous avez vu, j'ai bien mon interface Swagger. Donc c'est ça tout l'avantage de Flask Class Plus, c'est que du coup on a tout notre Swagger qui est déjà tout prêt du coup derrière. En fin de compte, si on développe à peu près correctement avec l'outil, on a déjà toute notre documentation d'API qui est faite. Donc ce qui est quand même vachement cool. Et j'ai pas eu grand chose à faire comme vous avez vu. L'un des seuls trucs que j'ai eu à faire, c'est ajouter ces deux petits champs là pour s'assurer que Swagger sache bien quel truc faut prendre. Donc ça c'est quand même un avantage parce que si on faut faire un Swagger à la main, c'est quand même un petit peu moins fun et ça demande pas mal de travail. Donc je vais récupérer la liste de tous mes chats. Donc je fais un get sur mon API 4, donc je vais l'exécuter. Hop. Et là on voit qu'il y a mon chat. Mon chat, brindille, qui a 7 ans, et qui a les couleurs marron, gris, blanc, si vous l'avez toujours pas compris. Après, du coup, je me dis, ok, c'est cool. J'aimerais bien récupérer que les informations de ton chat. Ok. Bon, alors du coup, je lui dis, ok, je veux brindille. J'exécute. Ok. Alors apparemment, j'ai fait une faute de frappe. Oups, il y a 3 L. Du coup, on voit qu'effectivement, mon chat, il n'existe pas. Et c'est l'erreur qu'on a vu tout à l'heure, et on voit que l'erreur, elle a été un petit peu agrémentée, c'est ce que je parlais tout à l'heure. Flask est assez intelligent pour dire, par exemple, vous voyez, j'ai fait cette URL là, mais peut-être que c'est plutôt ça que tu cherches. Et ça, c'est vachement avantageux du coup quand on est en debug et tout, qu'on ne comprend pas pourquoi ça marche. Des fois, ça renvoie des messages d'erreur quand même, on est là en mode ah oui, ok, en fait, c'est juste une faute de frappe, ou par exemple, le nom, je sais que le nom il ne correspond pas, il n'est peut-être pas dans la base de données, ou quelque chose de ce genre. Donc c'est vachement utile dans le développement au quotidien, et ça permet d'éviter pas mal de prises de tête parfois pour juste rien. Hop, donc maintenant je vais chercher avec un L de moins. Ça devrait être bon. Hop. Voilà, donc c'est bon, je retrouve mon chat, et que mon chat. Ok, bon maintenant j'ai envie de dire, j'ai envie d'ajouter un chat quoi. Donc il y a quelqu'un qui a un chat dans la salle? Personne qui a de chat? Bon allez, je vais inventer un chat. Si, j'ai un chat si tu veux. Vas-y. Misty Gris. Alors, Misty Gris. Ok, il a quel âge le chat? 21 ans. Oh la vache, il est Misty Gris, il est gris parce que c'est Misty Gris, j'imagine. Oui, c'est ça. Non, non, en âge réel. Hop, alors, on envoie là. Et tada, Misty Gris, il a été ajouté dans la base de données. Wow. Et donc du coup, maintenant, quand je vais aller dans mon get, si j'exécute, j'ai brindille Misty Gris. C'est magnifique. Et du coup, bien sûr, je peux aller chercher Misty Gris. Hein. Si j'ai envie, hop, je vais chercher Misty Gris. Misty Gris, hop. Exécute. Misty Gris, là. Ça, il faut savoir que Flask, je ne maîtrise pas du tout sur le bout des doigts. Moi, c'est un outil que je trouve fabuleux, mais je n'ai pas eu l'occasion de l'explorer à fond. Cette API-là, je l'ai fait en 15 minutes à tout casser.
Ça m'a pris très peu de temps et franchement c'est super simple à manier. Et comme j'ai dit, la doc est super claire pour ceux qui connaissent un peu Python. C'est une doc générée avec Sphinx. Et Sphinx a l'avantage de faire des docs super clean, où il n'y a pas de superflu dedans. Et les personnes qui ont fait cet outil l'ont vraiment bien manié de façon à ce que vous vous retrouvez dans les documentations et tout. Donc voilà pour le petit côté petite démo. Donc après, sinon, peut-être essayer de s'amuser à péter, imaginons notre poste. Imaginons je mets pas mon couleur. Normalement, ce qui est censé se passer, c'est que il est censé le faire tout seul. Hop, là ça marche pas. Apparemment, parce que j'ai mal fermé quelque chose. Ah, mais j'ai laissé une virgule. Je suis pas bien. Hop. Voilà, donc c'est bon, il n'y a pas de souci, il a mis mes paramètres par défaut, il fait ça. Après, si je rajoute un champ en plus, c'est pas grave, il va l'ignorer et pas le prendre en compte. Donc voilà. Pour le côté, une chaîne de caractère ou de l'âge? Une chaîne de caractère et de l'âge, bonne question. Jamais essayé, on va essayer. Hop. Normalement, censé être rejeté. Hop. Voilà. Donc c'est un mauvais type. Du coup, c'est pas un int. Voilà. Du coup, il refuse. Ça fonctionne. Hop. Vous avez d'autres questions, d'autres tests à vouloir faire dessus? Essayez de le casser ou pas trop? Il embarque sa propre base de données, là tu l'as connecté à quoi? Non, là j'ai rien connecté. Comme j'ai dit, c'est un tableau. Justement, le principe c'est que ça embarque pas du tout ces bases de données, c'est un micro-framework qui fait le strict nécessaire. Mais j'en parlais juste après, justement, des plugins qui permettent de connecter à une base de données. Des librairies cool à associer avec parce que c'est un micro-framework, mais généralement on a quand même besoin de quelques petits trucs en plus pour faire ça. Donc là tout est stocké dans ta Oui, session. Mistigri. Mistigri, là il est dans le code et si tu fermes, bah, Mistigri il meurt. Ah non. C'est triste. Notamment. Et je vais expliquer comment faire pour que Mistigri il reste tout le temps, toujours là, jusqu'au restant des temps. Ah ouais, j'espère que... Donc alors, du coup je vais revenir sur la keynote, que vous puissiez voir. Hop, ça mouille un petit peu, donc ça se reconnecte en live. Je vais vous parler justement des extensions à prendre justement avec Flask, à embarquer avec vous, parce que par exemple là j'ai pas expliqué comment faire l'authentification, il y en a souvent besoin dans les API, etc. Donc alors, ça c'est les listes d'extensions des packages cool que je vous recommande à mettre avec et qui sont reconnus même par la communauté Flask. Sachez qu'il y a toute une pléthore d'extensions, c'est pareil, elles sont sur la documentation et ils expliquent comment les utiliser et à quoi ça sert sur leur site. Donc l'un des premiers, numéro 1, justement, on parlait justement des DB, comment on faisait pour se connecter à la DB. Donc pour ça, moi je vous conseille fortement SQL Alchemy et qui a aussi une extension du coup Flask qui s'appelle Flask SQL Alchemy, donc vachement original. Donc qui est un moyen de se connecter à votre DB super facilement, de créer des modèles autour de votre base de données super facilement. Je ne vais pas trop détailler là parce que par contre ça ne fait pas partie vraiment de Flask, mais c'est pas utilisé qu'avec Flask. Il y a des gens aussi qui font par exemple du Falcon, ils utilisent ça aussi, etc. etc. Donc c'est même le moyen numéro 1 je pense en Python de gérer votre base de données correctement. Le deuxième du coup que je recommande, que j'ai montré là, c'est Flask REST+. Et du coup, la version en fait plus simple qui s'appelle Flask RESTful, pardon, qui est du coup en fait un peu l'origine de Flask REST+, qui propose un petit peu moins de solutions, mais c'est possible que sur certains points ils soient un petit peu plus à jour vu qu'ils sont à l'origine de tout et qu'eux ils continuent à avancer à part de Flask REST+. La troisième chose que je vais recommander, donc j'ai parlé tout à l'heure au niveau de comment sérialiser, désérialiser des objets. Je vous ai montré un exemple, mais c'était pas trop ça qu'il fallait suivre. Et en fait, l'une des librairies qui recommande fortement, que j'ai utilisée, que je recommande fortement aussi, c'est Marshmallow, qui permet en fait de faire ce travail-là et de le faire bien mieux et bien plus simplement que ce qu'ils proposent eux quand on a surtout des nested objects. Où là, ça peut très vite devenir le foutoir avec la solution qu'ils proposent eux, qui est extrêmement simple. Et l'avantage, c'est que ça s'interface très bien avec SQL Alchemy. Donc en fait, on peut même limite lui passer nos modèles et il va tout gérer tout seul magiquement. Et ça fait très bien le travail. Un autre point intéressant, ça peut être Flask Admin. Si vous avez par exemple des personnes avec qui ils doivent pouvoir gérer la base de données, faire une petite administration et tout ça. Ça fait très bien les bonnes petites interfaces admin pour gérer tout ça, gérer tous les objets, la base de données, les utilisateurs par exemple qui sont authentifiés ou pas, etc. Et enfin, l'un des derniers points, si vous voulez faire l'authentification, on ne fait jamais son authentification soi-même, c'est une très mauvaise idée. Et il faut le faire via Flask HTTP Auth, qui est l'une des plus reconnues, et qui intègre très facilement l'authentification basique ou par token, il n'y a pas de problème. Et si vous faites aussi par hasard de l'auth, il y a aussi je ne l'ai pas mise ici, mais si jamais vous faites de l'auth, il y a une extension qui s'appelle Flask Auth 2, qui gère très bien aussi Auth sans problème. Même si on le voit un petit peu moins souvent, c'est quand même présent. Donc voilà. Donc maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pas d'autres questions ?
T'as un retour sur les performances Ah, c'est ultra rapide. Moi, je l'ai utilisé personnellement pour mes projets de fin d'études, où on avait des performances à suivre obligatoirement. Et l'avantage, c'est que justement, vu qu'on ne s'encombre pas en fait de tout ce qu'il y a aux alentours, par exemple Django, il y a quand même pas mal de trucs autour et tout ça, ben, on s'allège beaucoup plus rapidement. Là où je vois très bien Flask par rapport à Django c'est très bien si vous faites votre site web de tout de A à Z, vous faites votre site web, votre base de données, tout ça. Là où Flask peut être intéressant, par exemple, et c'est là nous dans le cas où on l'a utilisé, c'est on avait besoin d'une petite API avec des utilisateurs et il fallait qu'on stocke des monstres et des choses comme ça dans le truc pour un jeu vidéo. Et de l'autre côté, c'était une application mobile, donc bien sûr il y avait un système de réseau, tout ça. On a pu faire une API hyper facilement avec, et du coup, pas avoir, on n'avait pas besoin de site web, on n'avait pas besoin d'autres choses comme ça. Donc c'est là où Flask il brille sans problème, ou si par exemple vous faites juste un petit site internet par exemple pour vous, c'est là aussi où ça peut être une très bonne solution parce que c'est pas un truc qui a besoin d'une usine à gaz derrière pour faire fonctionner. Après, des fois ça remplace pas, des fois Django a besoin d'être là pour d'autres projets qui sont plus costauds ou des vrais sites web, des gros trucs. Mais c'est là où Flask peut être extrêmement intéressant et peut remplacer Django et ayant des performances plus rapides. Elles sont disponibles sur internet, je sais pour sûr qu'elle est plus rapide que Django sans aucun problème. Mais après, je n'ai pas les noms en tête. Et tu peux embarquer ton appli Flask dans un Django justement? Il y en a qui ont fait. Je ne sais pas comment ça marche, je n'ai jamais trop testé. Mais il y en a beaucoup qui servent de Flask justement pour faire d'autres petites API à côté en mode rapidos pour boucher des trucs qui manquent. Et il y en a qui l'ont fait effectivement. Est-ce que tu t'es renseigné de savoir s'il y avait d'autres micro-frameworks? Et si oui, comment ils se positionnent par rapport à Flask? Alors moi personnellement j'en ai testé un. J'en ai entendu parler d'un autre, je sais plus le nom en tête, je ne pourrais pas vous le dire. Et un autre que j'ai testé à côté, j'ai testé Falcon du coup, qui est encore plus rapide que Flask. Donc du coup il y a quand même des concurrents sur le marché qui sont encore plus rapides. Problème de Falcon pour l'avoir testé, c'est qu'il n'a pas un environnement, enfin une disposition de micro-framework, enfin d'outils autour qui est aussi complet que Flask. Si on commence à chercher un peu loin, qu'on commence à faire un peu d'authentification, qu'on commence à bidouiller, à faire plus de trucs au fur et à mesure, on se rend compte qu'ils ne sont pas du tout aussi complexes, c'est pas aussi simple à mettre en place. Alors Falcon a d'autres avantages, par exemple ça a tendance à faire du code beaucoup plus fonctionnel je dirais à la fin, chose que Flask ne fait absolument pas. Donc ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients, mais il faut bien avoir conscience en fait que actuellement pour moi l'un des numéros 1 sur le marché dans les micro-frameworks sur Python, c'est Flask. Et c'est eux, du coup il y a beaucoup d'outils autour. Généralement si on cherche quelque chose pour le faire, il y a une librairie en Flask pour le faire. Je ne suis jamais tombée sur le cas pour le moment de ah j'ai envie de faire ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait? Bon, il y a quelqu'un qui l'a fait. Et généralement il l'a fait, il y a des stars sur GitHub, c'est pas un petit truc. Voilà. D'autres questions? Non? Bon, J'espère que ça vous a plu en tout cas. Merci.